Bonjour, voici la correction du chapitre de physique de tronc commun, numéro 16, sur la sphéricité de la Terre. Vous avez besoin d'un fascicule en 8 pages pour pouvoir suivre correctement ce cours. Il est à noter que si vous n'avez pas pris le temps de préparer cette activité, vous en tirerez bien peu de bénéfices. Par conséquent, je ne peux qu'inviter ceux qui ne l'auraient pas fait à le faire avant de regarder cette vidéo. Première question qui vous est proposée ici, c'est une question concernant donc une étude de texte, puisque un certain nombre d'informations étaient toutes contenues dans le document 1. Dans l'histoire des idées et des savoirs, la sphéricité de la Terre est-elle apparue immédiatement comme une évidence? La réponse est donc elle aussi tout aussi évidente, puisqu'il s'agit de la réponse non. Donc question 1, c'est non. La raison pour laquelle c'est non, c'est bien sûr le document 1 qui est votre source. Et vous avez plusieurs exemples, notamment la conception qui est associée notamment à la Grèce antique avec Gaïa. Donc c'est cette divinité. Ensuite, on parle d'un disque, notamment dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Ensuite, on vous parle d'un disque flottant à nouveau pour Thalès de Milet, donc celui qui a donné son nom au théorème de Thalès, donc c'est aussi Thalès. Et puis ensuite, on vous parle encore d'un cylindre pour Anaximandre. Donc vous avez un certain nombre d'éléments de réponse pour affirmer qu'il ne s'agissait donc pas d'une forme sphérique. Question 2. Quel est le premier scientifique à proposer une forme sphérique pour la Terre? Quelle a été la faiblesse de son approche? Dans la question 2, le premier scientifique qui a proposé cela, c'est Parménide. Donc votre source, c'est toujours le document 1. Et Parménide qui écrit donc un poème, et c'est un des disciples de Pythagore. Alors, la faiblesse de son approche, c'est évidemment qu'elle est purement subjective, donc elle n'est pas objectivée. Par des preuves et des arguments scientifiques. En particulier, aucune preuve expérimentale. Donc ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve, c'est ce que disait Aristote, et par conséquent, une affirmation de ce type peut parfaitement être niée exactement de la même façon qu'elle est affirmée. Quel est le scientifique à avoir mené un travail plus abouti sur cette question? Quelle a été la force de son approche? Justement, dans la question 3, on peut évoquer ici Aristote. Là encore, c'est le document 1 qui vous donne cette information. Et la force de l'approche d'Aristote, c'est de s'être basé sur l'expérience. Et en particulier sur des observations de phénomènes astronomiques pour pouvoir affirmer ceci. Sur un schéma, positionnez le Soleil, puis la Terre et enfin la Lune à l'aide de rayons lumineux s'appuyant sur les extrémités hautes et basses de la Terre. Déterminez le contour de l'ombre de la Terre portée sur la Lune. Nous avons donc une situation où la Terre se trouve au milieu, la Lune, plus petite, se trouve à droite et le Soleil, plus grand, se trouve à gauche. Les rayons lumineux sont des droites fléchées qui partent du Soleil et qui vont venir s'appuyer sur la Terre pour frapper la Lune. Nous avons donc ici cette zone-là qui est éclairée. Alors mon schéma très bien construit, puisque je ne me trouve pas dans la zone d'éclairage avec la Lune, elle n'est donc pas au bon endroit. Je vais refaire ça pour que ce soit un peu plus cohérent. Et je me retrouve donc ici avec la Lune. Dans la zone qui va être assurée ici, il n'est donc pas possible qu'il y ait de la lumière.
Donc dans cette zone-là, nous avons l'ombre portée de la Terre sur la Lune. Puisque la Terre a une forme sphérique, donc l'interception entre le cône de lumière et la Terre est un disque, la forme projetée sur la Lune sera elle aussi un disque. Donc l'ombre de la Terre sur la Lune est un disque. Cette observation laisse à penser que la Terre a tout le moins une forme cylindrique, circulaire ou sphérique. Aristote opte pour la troisième proposition, c'est-à-dire une forme sphérique. En quoi l'observation d'une éclipse de lune est-elle une preuve substantielle que la Terre est sphérique? J'ai donc répondu à cette question précédemment, c'est-à-dire que l'ombre portée de la Terre sur la Lune a une forme de disque, et par conséquent, on peut supposer que la Terre a une forme soit sphérique, soit cylindrique, soit de disque, et Aristote opte pour la forme sphérique, sachant qu'il apporte en outre d'autres arguments. Document 2, on change cette fois-ci de nature d'observation puisqu'on quitte l'astronomie pour se repositionner sur Terre. À l'aide de rayons lumineux, montrer que l'œil peut voir la poupe du bateau puis ne plus la voir quelques instants après. Je vais donc mettre une croix de couleur sur la poupe du bateau dans les deux situations pour marquer cet objet. Je vois que cette poupe du bateau va envoyer une infinité de rayons lumineux puisque c'est un point objet, et parmi cette infinité de rayons lumineux, l'un des rayons lumineux peut parvenir dans l'œil qui va donc voir cet objet. Dans la deuxième situation, si je m'appuie sur la surface de l'eau, je vois que seuls les rayons lumineux qui sont au-dessus de ce premier rayon lumineux que je viens de tracer, que je vais remettre d'une autre couleur pour mieux le visualiser, donc lui, qui s'appuie et sur la poupe et sur la surface de l'eau, seuls les rayons lumineux qui sont au-dessus peuvent parvenir à l'œil. Mais ces rayons lumineux, parmi la multitude que l'on peut tracer, aucun n'arrive dans l'œil. La poupe était visible dans la première situation, elle ne l'est plus dans la deuxième situation. Il est bien à noter qu'il faut toujours faire partir les rayons lumineux de l'objet que l'on observe vers l'œil et non l'inverse. Pour mémoire, vous n'êtes pas des super-héros qui émettez des faisceaux laser avec vos yeux. Comment sont les rayons lumineux issus du Soleil lorsqu'ils parviennent sur Terre? Justifiez simplement. En seconde et en première, en particulier en spécialité, vous avez pu voir pour la question 7 que les rayons lumineux du Soleil sont parallèles entre eux, car le Soleil peut être considéré comme un objet à l'infini par rapport à la Terre. La question 8, c'est exactement la même, donc elle n'avait aucune raison d'exister. Sur un schéma, tracez une surface plane censée représenter la surface de la Terre, dans la vision des platistes, un bâton planté à deux endroits différents et des rayons lumineux issus du Soleil justifiant la formation des ombres observées. Donc je fais ce qui m'est demandé, je prends une surface plane, c'est la surface de la Terre. Je trace deux bâtons identiques à des endroits différents de la surface du globe. Je viens de voir et de revoir que les rayons lumineux issus du Soleil doivent arriver parallèles entre eux. Donc je vais prendre par exemple cette inclinaison-là. Un premier rayon lumineux qui s'appuie sur le bâton, un deuxième rayon lumineux qui ne peut pas le traverser, un troisième qui peut le traverser. Je continue à tracer un rayon lumineux parallèle aux autres. Celui-ci va aller éclairer le sol. Je fais le même travail, je vérifie que je n'ai pas changé de direction. Voilà, le même travail sur le deuxième.